Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, le phénomène humain, dans sa totalité, évolue comme un grand corps uni vers son ultime perfection. L'humanité va vers sa perfection. Cette perfection, c'est le paradis tel qu'on peut l'imaginer. N'importe quel être humain, sur les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, on peut avoir une idée à peu près de ce qu'on peut imaginer être le paradis, c'est-à-dire un monde où c'est la paix qui règne, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où chacun a ce qu'il faut pour vivre décemment, etc., dans un monde entièrement finalisé techniquement, où le travail n'est plus ce qu'il représente aujourd'hui, c'est-à-dire un bagne pour une grande partie des êtres humains. Donc un système 100% écologique où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète, ni sur lui-même. Voilà, bref, on a tous à peu près, je pense que la plupart des êtres humains peuvent se retrouver dans cette idée-là. Donc on construit ce paradis et on l'ignore, on ne le sait pas, mais on le construit inconsciemment ou intuitivement, on va dire. Mais bientôt, on va prendre conscience de ce qu'on construit grâce aux IA, à l'intelligence artificielle, à la puissance de calcul des ordinateurs, et puis à la réflexion humaine. Les hommes vont être obligés de se reposer la question du sens de notre orientation, de ce qu'on construit, de qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Parce que là, c'est même très très curieux que ça soit pas quelque chose qui soit clairement en position dans l'humanité, que ça soit quelque chose d'important, d'évident. C'est très très curieux, mais ça s'explique, tout s'explique. Le fait d'évoluer consciemment, d'évoluer inconsciemment, d'arriver à tel moment dans l'évolution, de prendre conscience à tel moment de telle chose dans l'évolution, tout ça, ça s'explique. C'est absolument, ça suit une logique qu'on ne maîtrise pas, mais qui est absolument là. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages. Là, je suis en train de travailler sur cet ouvrage-là, de Norman O'Brown, incroyable philosophe, on peut vraiment le penser comme ça, penseur. Eros et Thanatos, la psychanalyse appliquée à l'histoire. Et alors, donc, il parle de Freud. Ce qui m'avait attiré sur cet ouvrage-là, c'était qu'il parlait du nirvana. Et quand je dis l'humanité va vers sa perfection, elle va vers l'extase, l'éveil, le nirvana. Et donc, je voulais un petit peu savoir ce que c'était. Et Freud a réfléchi sur l'idée du nirvana. Et là, dans la partie qu'on va lire, il y a Hegel aussi qui a réfléchi sur l'histoire, sur le temps, etc. Et donc, on va continuer. Et voilà, je mets mon petit grain de sel à chaque fois que je découvre quelque chose, parce que je le découvre en même temps que je le lis. On ne trouve pas chez Freud ce concept d'historicité qui fait la force de Hegel. Celui-ci, bien qu'il s'efforce de comprendre le pessimisme psychologique de l'historicité de l'homme, n'a qu'une psychologie intuitive, Hegel. Freud. Et pourtant, Hegel peut nous aider à comprendre la mort. Parce que là, la question, elle est, l'interrogation, elle est, quelle influence a la mort sur notre conduite? Pourquoi on découpe le temps? Pourquoi alors que quand nous étions des primates naturels, on n'avait pas besoin de s'occuper du temps. Quelle est l'influence de la mort dans le parcours de cette évolution de l'humanité? Parce qu'en réalité, quand je dis l'humanité va vers sa perfection, l'extase, le nirvana, eh bien c'est la victoire sur la mort. Parce que le nirvana, c'est la victoire sur la mort. L'extase, c'est la victoire sur la mort.
pas sur la mort physique, l'homme continuera à mourir, on n'arrivera pas à faire un être humain immortel définitivement. On repoussera sans doute encore l'espérance de vie, mais on n'arrivera pas à vaincre la mort techniquement. Mais on la vaincra philosophiquement, psychologiquement, c'est-à-dire en n'en ayant plus peur, en l'effaçant de notre esprit. Parce qu'en fait, quand ce dont il parle, là, Freud justement, de la présence de la mort qui est en nous, mais qu'on a étouffé, qu'on ne veut pas regarder clairement, parce que c'est compliqué, c'est difficile de se pencher sur quelque chose qui nous angoisse, évidemment. Donc, on le range du côté de l'inconscient, mais ça nous travaille. Comme tout ce qu'on a vécu et qu'on a mis du côté, qu'on a rangé du côté du subconscient ou de l'inconscient, eh bien, ça travaille l'humain, ça fait... ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie ce que j'ai vécu dans ma propre enfance et les traumas, etc., qui ont fait que je suis ce que je suis. Donc, il y a ce refoulé-là. Mais justement, arrivé dans l'extase, il n'y a plus le refoulé. On a éliminé le refoulé. Et donc, il n'y a plus la présence de la mort, à la limite. Sa doctrine doit être formulée à nouveau à la lumière de la doctrine psychanalytique du refoulement et de l'inconscient. Ce n'est pas la conscience de la mort qui est transformée en agression, mais l'instinct inconscient de la mort. Instinct qui est cette négativité ou néant qui est un extroverti dans l'action de nier la nature et les autres hommes. Alors, c'est ce qui fait qu'on vit dans cet état de danger, dans cet état de guerre permanent, de violence, etc. Quand on nie les autres, et ça serait la présence de la mort qui ferait qu'on nierait la présence des autres et de la nature, en fait, qu'on prenne le pas sur la nature et qu'on cherche à la dominer, à la domestiquer, etc. Et alors, curieusement, on travaille ces deux éléments là en ce moment, mais depuis longtemps, mais là en ce moment de façon dense. Notre relation à la nature, les enfants ont plus du tout envie de dominer la nature, ils vont venir avec l'idée d'être des partenaires, etc. On est en grande évolution sur ce type de pensée. Et de la même manière, l'autre, on est en train de le découvrir, on est en train de le sortir de la peur qui représente l'étranger, etc., etc. Même si ponctuellement, là, actuellement, il y a un retour de l'utilisation de la peur du danger pour pouvoir, de l'autre, de l'étranger, pour pouvoir s'imposer en politique, c'est uniquement ça. Mais tout doucement, on apprend à connaître l'autre de plus en plus. Et donc, on en finit avec la négation de l'autre, le fait de le nier. Même si en ce moment, on est sous la coupe des négateurs d'autrui, sous la coupe des narcissiques, hein, qui peuvent pas voir autrui, qui peuvent pas voir l'autre communauté, qui peuvent pas voir, etc., qui parviennent pas. C'est une question d'handicap en réalité. Freud lui-même, dans sa très importante addition à la théorie de l'instinct de mort, qui fait suite à au-delà du principe du plaisir, nous dit que l'affirmation provient d'éros et la négation de son contraire instinctuel. D'autre part, la doctrine hegelienne du lien entre la négation et le temps est essentielle pour que la psychanalyse aboutisse, malgré les obstacles, à une théorie psychanalytique du temps, ce que Freud ne parvient pas à faire. La relation entre le principe du plaisir et le principe du nirvana permet de supposer que l'homme a une histoire, parce que l'équilibre entre la tension et le relâchement de la tension au niveau de l'animal a été rompu
et la tendance à la répétition suggère que le refoulement engendre le temps historique en engendrant une fixation au passé refoulé. Je l'ai expliqué déjà dans les vidéos précédentes. Déterminé par l'instinct, mettant ainsi en marche une dialectique dirigée vers l'avenir qui constitue en même temps un effort pour retrouver le passé. Et ça, c'est très juste. Il y a quelque chose, quand on est passé de l'animal à l'homme, en somme, c'est schématique, hein, quand nous étions des primates naturels et nous sommes des primates humains, des primates hommes actuellement, mais des hommes constructeurs, on va dire. Eh bien, dans ce passage, on a dû construire le temps, donc se souvenir du passé, avoir présent en mémoire le passé et avoir présent en mémoire l'avenir. Donc, se poser la question où nous allons et d'où nous venons, etc. Et donc, cette construction, c'est ce qui nous distingue en fait du moment où nous étions des primates naturels et où on ne s'intéressait pas à cela. On va savoir où j'en suis, là. Donc, la relation... L'étude de la tendance à la... Oui, ça je l'ai fait. Déterminée par l'instinct, mettant ainsi en marche une dialectique dirigée vers l'avenir qui constitue en même temps un effort pour retrouver le passé. Dans cette perspective sur l'historicité, quelle est la relation entre la fixation au passé et le refoulement de la mort? Point d'interrogation. Le moyen terme est évident. Le refus de vieillir. Quelle est la relation entre la fixation au passé et le refoulement à la mort? Ben oui, le refus de vieillir, mais parce qu'on a pris conscience. La différence entre le primate que nous étions et l'homme constructeur que nous savons, c'est que nous avons pris conscience de notre fin. Et on peut maintenant, là, on a une vision à peu près de la fin, mais depuis longtemps. Quand les hommes, depuis qu'on calcule en années, en mois, en siècles, en décennies, en jours, etc., on a la mort est dans une présence, mais existante, parce que globalement, on peut penser qu'on vit 100 ans, en gros, hein, dans la moyenne, un peu moins, bien sûr, mais disons que c'est ça, il y a des espérances de vie. Mais c'était pareil quand l'espérance de vie était à 30 ans ou à 40 ans. Les hommes, ils avaient une vision de ce qu'ils allaient, de ce qui les attendait. Et donc, il fallait refouler cette chose-là. Et il y a le désir pour ne pas vieillir, pour ne pas aller vers cette finalité. Eh bien, il y a l'accrochage au passé qui est là. Ou alors la transcendance vers un avenir, c'est-à-dire on crée pour se survivre à soi-même. Voilà, ça peut être un autre des moyens de passer par-dessus, en fait, cet obstacle majeur. Au niveau biologique, les organismes vivent leur vie et n'ont pas d'histoire, parce que vivre et mourir, c'est-à-dire devenir vieux, et en eux une unité inséparable. Pour eux, selon la belle expression de Shakespeare, la maturité est tout. Au niveau humain, le refoulement provoque la fixation inconsciente au passé infantile. L'unité instinctuelle de la vie et de la mort est rompue. L'instinct de vie et l'instinct de mort sont tous deux refoulés. Alors ça, c'est vraiment incroyable, parce que, en fait, ouais, c'est puissant, hein, cette force qui nous travaille, en fait. Et ça me paraît tout à fait juste. Au niveau biologique, l'instinct de mort
en montrant le chemin de la mort, montre en même temps le chemin de la vie. C'est vraiment une question de prise de conscience, de niveau de conscience. L'humanité, à partir du moment où elle prend conscience de tout ça, eh ben, elle est devant des pathologies terribles à gérer. Et donc, elle les gère par le refoulement, par tout un tas de choses, quoi. La maturité est tout. Au niveau humain, l'instinct refoulé de la mort ne peut affirmer la vie en affirmant la mort. La vie étant refoulée, ne peut affirmer la mort et par conséquent doit fuir la mort. La mort ne peut s'affirmer et affirmer la vie qu'en se transformant pour devenir la force qui toujours refuse la vie, l'esprit du Méphistophélès de Goethe. Méphistophélès de Goethe. Ainsi, les ambiguïtés de Freud au sujet des trois formes de la mort, le principe de nirvana. Alors, c'est curieux parce que le principe de nirvana, c'est le moyen de dépasser la mort, de vaincre la mort, et donc de gérer la mort. L'autre moyen, c'est le refoulement. Donc, on ne veut pas y croire, on ne veut pas y penser, on le garde dans l'inconscient, il est là. Même si on pérore en disant, voilà, on peut faire toute la poésie contemporaine et autres, elle est liée à ce temps qui passe, à la prise de conscience de ça, mais c'est autre chose qu'être devant les 10 dernières minutes de son existence, ou les derniers jours de son existence en étant conscient. C'est vraiment un autre monde. Et donc, en théorie, on fait comme ça. Et le principe du nirvana, c'est un vrai principe de vie, en somme. C'est pas un principe de mort, c'est un principe, c'est en tuant l'ego, parce que c'est ce qui se passe avec le nirvana, le nirvana, l'extase, eh ben, on étouffe l'ego, et en étouffant l'ego, ben, on étouffe l'idée de la mort, on étouffe la mort. Mais c'est tomber dans la vraie vie, quoi. L'état de nirvana, l'état d'extase, l'état d'éveil, c'est la vraie vie. N'en déplaise à ceux qui pensent que, comme Michel Onfray, que l'hédonisme, c'est la vraie vie. Bien sûr que c'est la vraie vie pour l'homme constructeur que nous sommes. Mais la vraie vie véritable, c'est l'état d'extase, l'état de contemplation absolue, l'état où on a dépassé justement toutes les pulsions qui font que on aime la bonne chair, les trucs, etc., les plaisirs, et qui sont inassouvissables en réalité. Et qui ne sont pas des moteurs d'équilibre réellement. C'est pas à travers ça qu'on trouve l'équilibre. On le trouve, bien sûr, on peut arriver à être équilibré, à avoir. Mais ça passe par un tas de souffrances. L'extase, c'est autre chose. Le principe de nirvana, la tendance à la répétition et le complexe sadomasochiste. Donc, c'est les trois trucs qui sont les trois formes de la mort. Nirvana, tendance à la répétition et le complexe sadomasochiste. Le complexe de la répétition, c'est justement ce qu'on a vécu dans cette enfance de traumatique et qu'on a étouffé dans notre inconscient, dans ce refoulé. Eh ben on va le reproduire, on va chercher à le reproduire, on va chercher pour le soigner de façon tranquille, quoi, voilà, de façon lente en réalité. Et c'est ce qu'on fait, quoi, hein, vraiment en tant qu'homme. Et là, on doit remercier ceux qui nous aident à revivre ces choses de notre passé traumatique, mine de rien, même si parfois on les déteste, on a envie de les haïr, mais en réalité, ils nous aident terriblement en mettant le doigt là où ça fait mal, là où on a vécu quelque chose. Bon, voilà, après, si c'est de la torture infligée consciemment et répétitive, même une fois qu'on a compris, c'est autre chose. Mais c'est important de le voir aussi comme ça. L'homme est l'animal qui a séparé en deux contraires incompatibles l'unité biologique de la vie et de la mort, et a ensuite soumis ces deux contraires au refoulement. La destruction de l'unité biologique de la vie et de la mort transforme le principe du nirvana
en principe du plaisir. Exactement, la destruction de l'unité biologique de la vie et de la mort transforme le principe du nirvana en principe de plaisir. Elle transforme la tendance à la répétition en fixation au passé infantile et l'instinct de mort en un principe agressif de négativité. Et ces trois caractéristiques spécifiquement humaines, le principe du plaisir, la fixation au passé et le négativisme agressif, sont des aspects d'une manière d'être caractéristiquement humaine, qui est le temps historique. Mais je vais continuer d'ailleurs. Il est malaisé d'élucider la vision freudienne de la vie organique, considérée comme une unité dialectique de vie et de mort, par suite des insuffisances de la philosophie couramment admise de l'organisme. La psychanalyse souhaiterait avoir au départ une conception claire du rôle de la mort au niveau organique. Mais Whitehead, le grand philosophe de l'organisme, n'a pas consacré de chapitre à la mort ou au rapport entre la vie et la mort. Il semble même admettre implicitement le refoulement de la mort dans la conscience humaine. Ainsi, la psychanalyse ne peut-elle poursuivre sa route sans dépasser Whitehead? Ce n'est pas celui-ci, mais Hegel qui a émis l'hypothèse selon laquelle il existe une connexion intrinsèque entre la mort et cette essence de la vie véritable, l'individualité. Il est dans la nature des choses finies, écrit-il, en tant que telle, de caractériser la semence de leur trépas comme étant leur être essentiel, l'heure de leur naissance et l'heure de leur mort. Fermez les guillemets, c'est l'heure de leur mort. Et l'individualité, c'est l'ego. Et c'est ça que quand on a enlevé l'individualité, à travers l'extase ou le nirvana, on a enlevé la connexion avec la mort. Puisque la mort, c'est dans l'individualité, dans l'ego humain, puisque c'est parce que l'ego, il existe aussi chez les autres primates, mais l'ego humain qui fait qu'il est aussi soumis au temps, donc qu'il nage à travers le temps, dans le temps, avec les jours, les mois, les semaines. Dans une heure, je dois aller faire ça là-bas. Demain, j'ai rendez-vous au centre d'addictologie. Après-demain, je dois faire ça, etc., etc. Donc ça, c'est tout ça dans mon esprit. Dans l'état d'extase, tout ça, c'est aboli. Il n'y a plus l'état, il n'y a plus la possibilité de faire des références avec le temps. On est dans l'état de contemplation, de l'extase, du nirvana. Voilà. Et donc la mort n'existe pas, parce que la mort existe quand on est conscient du temps dans notre esprit. C'est pourquoi très certainement les primates naturels ont conscience sans doute de la mort, mais pas qu'ils sont mortels un jour ou l'autre, qu'ils vont mourir un jour ou l'autre. Ils ont pas la même... S'ils sont devant un corps mort d'un de leurs congénères, ils ont les mêmes sensations, la tristesse, etc., tout un tas de choses, l'interrogation, très certainement, mais ils ne sont pas soumis à l'angoisse de la mort, aux angoisses métaphysiques de la mort que l'homme a. Et on peut retrouver tout le travail pour régler ça dans la psychanalyse, dans tout ce qu'on travaille dans l'humanité, c'est pour régler ce problème de la mort qu'on met dans le refoulé. La précieuse unicité ontologique revendiquée par l'instinct humain lui est conférée non par la possession d'une âme immortelle, mais par la possession d'un corps mortel. Sans la mort, affirme Hegel, les individus seraient réduits à l'état de simple mode dans la subsistance unique, infinie et éternelle de Spinoza. Sans la mort, les individus seraient réduits à l'état de simple mode dans la substance unique,
des modes dans la substance. Ben oui, tout à fait. La substance unique, c'est Dieu, c'est le divin. Et les modes, c'est la façon d'être de ma substance telle qu'elle est. Elle est construite des mêmes choses que la pierre, que la feuille, que la fleur, que l'air, que quoi que ce soit. Je suis construit de la même manière, j'ai la même substance, absolument la même substance. Mais le mode d'exister, c'est-à-dire, c'est le mode, si on réduit, si on enlève l'ego, si on enlève l'individualité, je serais réduit à vivre comme une pierre, c'est-à-dire sans souci d'être ce que je suis, comme un primate naturel, comme un arbre, etc. Sans avoir besoin je serais au mode le plus réduit. Et c'est ça l'extase. On est dans un état de mode absolument réduit. On vit en harmonie absolue avec tous les autres éléments, sans plus avoir d'esprit critique, d'envie de distinguer les choses, je préfère ça à ça, etc., etc. On se laisse vivre par la vie et dans l'état de contemplation. Sans la mort, les organismes de Whitehead n'ont eux aussi aucune individualité. Au niveau organique, le plus simple, tout animal ou plante possède l'unicité et l'individualité parce qu'il vit sa propre vie et aucune autre, c'est-à-dire parce qu'il meurt. Sauf que, voilà. On retrouve également dans la théorie freudienne de l'instinct des allusions à cette connectivité inconsciente. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà. C'est très dense, compliqué. Je sais que là, c'est pas très... si on n'a pas fait de philosophie, comme moi, par exemple, j'en ai pas fait, ben c'est très compliqué en réalité de comprendre tout ça et d'y être... Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ceux qui connaissent la philosophie, la psychanalyse, etc., Hegel, Freud, Whitehead, ils auront sans doute compris les choses. Mais voilà. Je suis désolé, mais je suis obligé de passer par ces moments aussi qui sont un peu plus compliqués à comprendre. De toute manière, j'arrive, je crois, à la fin presque. Il reste quelques pages. Hein. Il est long ce chapitre à travailler. Voilà, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, j'ose même plus le dire là parce que c'est une des vidéos les plus complexes. Donc voilà, si vous voulez mettre des pouces, vous mettez des pouces. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez, c'est gratuit. Si vous voulez laisser des commentaires, vous le faites. Ça augmente la visibilité, tout ça. Et si vous voulez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours un lien en dessous. C'est là où j'explique de façon tout à fait simpliste pourquoi l'humanité va vers sa perfection et comment elle y va. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.